Donc, je vais vous inviter, si vous voulez, vous installer ou vous asseoir, puisqu'il y a l'écran, effectivement, de contrôle. Voilà, on fait un petit tour musical de table. Ce ne sont pas les chaises musicales, mais c'est la table musicale. Voilà, donc, mesdames et messieurs, justement, histoire eh bien, de créer une vraie dynamique, je vous invite à accueillir, à force d'applaudissements nourris et chaleureux, donc faites du bruit comme si vous étiez 80, Monsieur Omar Saïd de la société Cléréo, s'il vous plaît. Merci, merci. Là, on était 20. Hein? Monsieur Omar Saïd. Ouais. Ouais, Voilà. Non, à Régie, vous auriez dû faire aussi du bruit, applaudir comme ça. Ça donne. Voilà. En tout cas, arrêtez-vous lorsque vous passez dans les couloirs, dans les allées justement adjacentes à cet espace. Voilà, on va parler de l'interopérabilité entre les équipements pour une piscine plus éco-responsable, donc la digitalisation et l'humain. Omar Saïd, justement, on vous écoute avec grande attention. Merci d'être avec nous. merci, merci pour votre attention. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Omar Saïd, je suis un des dirigeants de la société Cléréo. On fait des systèmes automatisés et connectés depuis plus de 15 ans. Et alors, au départ, on faisait de l'électronique qui gère le traitement de l'eau, la filtration, le chauffage. Et à un moment donné, on a vu qu'il y avait un intérêt à avoir une interopérabilité entre tous les équipements. Donc, aujourd'hui, le thème... Justement, qu'est-ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les équipements? Juste histoire de poser le contexte, effectivement. Voilà, alors, l'interopérabilité, on va définir la définition de l'interopérabilité, c'est l'échange de données entre deux équipements. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'électronique entre les différents équipements et on a besoin d'une capacité à communiquer entre les différentes électroniques et les différents équipements. Donc, c'est échanger des données et un équipement peut contrôler un autre équipement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Alors, c'est un peu technique, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me couper ou de poser des questions. Effectivement, j'ai omis de vous dire qu'on a un temps dédié. Alors, c'est soit vous posez des questions au fur et à mesure de l'intervention, ou autrement, on réserve un temps dédié justement pour les questions en toute fin d'intervention. On vous écoute. J'arrête de vous interrompre comme ça, à tout va. On sait tous que la piscine éco-responsable, c'est un challenge et on doit tous faire le maximum pour arriver à réduire les consommations, que ce soit en énergie, en produits d'entretien ou en eau. Vous avez aujourd'hui une norme qui est la norme EN 17645. Je vous invite à aller voir la FPP qui vous expliqueront et qui vous donneront une copie de cette norme. C'est une norme qui classifie les performances des équipements et donc des bassins et qui va de A à F. C'est un peu comme les frigos, les machines à laver. Aujourd'hui, la piscine. Et les habitations aussi, en termes de... Les habitations, exactement. Exactement. Donc là, nous, on va s'intéresser à l'interopérabilité et ce que ça peut apporter pour réduire les consommations. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a de plus en plus d'électronique dans les pompes à vitesse variable. Je ne sais pas qui utilise des pompes à vitesse variable. À main levée. Voilà, dans le public. Voilà. Tout le monde maintenant, c'est la tendance. Des pompes à chaleur, ça fait un moment qu'on utilise les pompes à chaleur full inverter. Il y a de l'électronique. Les traitements d'eau, il y a de l'électronique. Les coffrets de couverture. Donc, aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus des contrôleurs. C'est le cerveau ou le chef d'orchestre qui va piloter tous ces équipements. Et là, on va essayer de voir quel est l'intérêt de l'interopérabilité entre ce contrôleur et les différents équipements de la piscine pour réduire les consommations. Alors, tout d'abord, la pompe à vitesse variable. Quels sont les avantages de la pompe à vitesse variable? C'est des économies d'énergie, mais aussi la qualité de l'eau. On sait que quand on filtre à petite vitesse, on gagne en qualité d'eau.
On a aussi le bruit. Bon, c'est un confort pour l'utilisateur. Donc ça, c'est les 3 avantages de la pompe à vitesse variable. Après, comment utiliser la pompe à vitesse variable? Soit on programme les plages horaires sur la pompe, et dans ce cas, on va dire c'est automatique, mais ce n'est pas régulé. Ou alors, c'est le contrôleur qui va piloter les vitesses de la pompe. Donc nous, dans notre cas, c'est le contrôleur qui va piloter les vitesses de la pompe automatiquement. Alors, quand il y a une interopérabilité entre la filtration et le traitement de l'eau, on va avoir les cycles de filtration qui vont être définis en fonction du besoin du bassin. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire en thermorégulation, mais plus la température augmente, plus j'augmente la vitesse. Je peux dire aussi, quand je n'ai pas atteint mes consignes de traitement d'eau, c'est-à-dire le pH et le redox, mais je prolonge la filtration. Ça permet de prendre en compte la fréquentation du bassin. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut avoir quand on a un échange de données entre la filtration et le traitement de l'eau. On peut aussi, les pompes à vitesse variable, en général, quand il y a un électrolyseur qui est installé, la cellule elle est en bypass, des fois en hauteur, et on peut avoir un débit qui est insuffisant à la petite vitesse de la pompe. Donc là, le contrôleur, lui, à chaque fois qu'il y a besoin de traiter, va augmenter automatiquement la vitesse de la pompe. On va gagner en performance. On peut dire que le contrôleur est un petit peu le cerveau, on va Voilà. dire, de l'ensemble. C'est l'intelligence, c'est là où on met l'intelligence pour piloter tous les équipements et gagner en performance. Là, c'est un exemple concret. C'est une pompe, un cheval. Alors là, le piscinier a programmé la petite vitesse tout le temps et la pompe, elle s'arrête quand il n'y a pas besoin de traiter. Là, on voit qu'il y a des périodes où la pompe s'arrête et d'autres périodes où la filtration se prolonge. Donc là, ça veut dire qu'il y a un besoin de prolonger la filtration pour traiter l'eau. Donc on va prendre en compte la fréquentation du bassin. En fait, donc pour expliquer un petit peu visuellement, donc le schéma en bleu, toutes les parties bleues justement, c'est là où la pompe effectivement est en action, fonctionne, est en fonction, et voilà. En blanc effectivement où elle s'arrête puisqu'il n'y a pas besoin. Voilà. D'accord. Alors à petite vitesse, la consommation est de 150 watts. Donc là, on peut voir que la moyenne sur une journée, c'est 3 kW. Alors pour comparer par rapport à une pompe standard on-off, une pompe, on va dire, de 1 cheval, c'est l'équivalent de 4 heures de fonctionnement. Alors que là, c'est un fonctionnement en plein mois d'août avec une température d'eau de 28 degrés et on consomme 3 kW. C'est vraiment une consommation qui est bien maîtrisée et bien optimisée. Oui, donc un ratio de 1 à 6 finalement, parce que sur 4 heures, oui. Une journée en faisant 24, effectivement, on peut dire le ratio de 1 à 6. Quoi. On peut aller jusqu'à 85% de réduction de consommation électrique sur la pompe. Après, on a une interopérabilité entre la filtration et le chauffage. Quand le chauffage se met en route, on a besoin de débit sur le bypass de la pompe à chaleur. Si on laisse la petite vitesse, on ne va pas avoir assez de débit sur le bypass. Et on sait très bien que le débit sur la pompe à chaleur va influencer le COP, qui est le coefficient de performance. Donc là, l'avantage du contrôleur, c'est qu'il va automatiquement augmenter la vitesse quand il y a besoin de chauffer. Donc on gagne en performance et on va avoir un COP optimisé de la pompe à chaleur. Également, on peut programmer automatiquement
quand on met une consigne de chauffage, ben, la pompe va fonctionner jusqu'à ce qu'on atteigne la consigne et après elle se remettra automatiquement à faire des cycles de filtration en fonction du besoin. Donc ça, c'est l'exemple d'interopérabilité entre la filtration et le chauffage. On peut aussi programmer, piloter ou contrôler plusieurs types de chauffage. Je peux très bien mettre un capteur température d'air sur un toit avec un chauffage solaire et je programme sur le contrôleur pour dire à partir d'un seuil de température, je déclenche le chauffage solaire. Et en dessous de ce seuil, ben, je me mets à chauffer avec la pompe à chaleur. Donc on peut, l'avantage du contrôleur, c'est qu'on peut avoir plusieurs données, plusieurs capteurs, et après agir sur plusieurs équipements et échanger les données entre les différents équipements. Après, on peut avoir d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, on peut, avec le contact couverture, on peut récupérer l'information couverture fermée ou couverture ouverte. Et dans ce cas, on peut imaginer plusieurs fonctions. Par exemple, on peut couper le chauffage si la couverture est ouverte. Si la couverture est ouverte, on sait que le chauffage n'est pas performant, donc on peut réduire la consommation du chauffage. On peut aussi couper l'éclairage quand la couverture est fermée. Ça ne sert à rien d'avoir un éclairage allumé quand on ne voit pas l'éclairage finalement. On peut aussi baisser la vitesse en fonction de la position de la couverture. On peut piloter le débordement, c'est-à-dire quand ma couverture, je déborde que quand ma couverture est ouverte. Et dans ce cas, je vais essayer de gagner en consommation. Je mets la plus grosse vitesse que quand c'est nécessaire. En fait, l'intérêt de la pompe à vitesse variable, c'est d'avoir la vitesse que quand on a besoin, soit pour un débordement, pour un contre-lavage de filtre, et aussi pour quand on veut faire un écrémage du bassin. Alors, on peut imaginer plein de fonctionnalités. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être me dire quelles sont les fonctionnalités auxquelles vous pensez pour réduire les consommations. Et je vous dis si c'est possible. Si justement vous vient à l'esprit l'idée justement d'une opération justement qui se ferait sur la gestion d'un bassin, et dans quel cas effectivement cette donnée pourrait être prise en compte par on va dire le cerveau, le contrôleur justement pour avoir cette interopérabilité. Peut-être non? Rien ne vous vient à l'esprit? L'éclairage force la filtration. Ça pourrait servir à quoi? Ah. Dès que je mets en route l'éclairage, ça met en route la filtration. À votre avis? Pour quelle raison? Pardon, parce que là, du coup, il y a un petit peu de bruit. Vous me dites? Sûrement pour ne pas voir les défauts au fond. Voilà. Alors, je crois que là, on est pile dans le sujet, sûrement pour ne pas forcément voir les défauts ou du bassin. Les petites imperfections du liner ou du PVC armé. En fait, c'était une demande, à la base, c'était pour ça. Mais on se rend compte que quand on fait ça, s'il y a des baigneurs la nuit, ça met en route la filtration et on traite. Et on n'attend pas le lendemain pour traiter l'eau. Ouais. Donc il y a plusieurs, en fait, il y a de l'intelligence dans ce contrôleur et c'est ce qu'on va utiliser pour avoir plusieurs fonctionnalités qui vont vous servir à vous et surtout qui vont réduire les consommations, que ce soit en énergie, en produits d'entretien et en eau. Après, on a la possibilité de connecter ce contrôleur sur Internet. Et là, l'avantage, ça vous permet de surveiller aussi et de faire de la maintenance préventive. On sait que si on intervient plus tôt, ça permet de gaspiller moins de produits et de régler le problème, de ne pas faire des allers-retours pour pas grand-chose. Donc,
Là, le fait d'être connecté, ça vous permet de surveiller l'équilibre de l'eau. On sait que le redox, bon, la partie désinfection en général dans les piscines privées sont régulées en redox. Le redox, quand l'alcalinité est basse, mais on a du mal à atteindre la consigne. Quand c'est connecté, ben ça, vous pouvez le voir et intervenir pour ajuster l'alcalinité. Ça, c'est des exemples. Après, vous pouvez voir si le client a fait des bêtises, s'il a coupé une vanne ou s'il n'a pas fait de lavage de filtre. On peut voir la pression sur le filtre. Donc, vous avez plusieurs équipements, plusieurs capteurs qui vous permettent d'avoir un outil de travail finalement et d'intervenir quand il faut intervenir. Justement, ces remontées d'informations, elles sont destinées spécifiquement aux professionnels ou est-ce que le consommateur final peut aussi avoir vue dessus et peut-être justement interagir? Ou est-ce que c'est plus efficient si c'est uniquement destiné aux professionnels? Nous, dans le cas de Clério, le professionnel, il a accès à tout on va dire, la configuration du produit comme s'il était devant l'appareil. L'utilisateur, il n'a pas accès à toutes les fonctionnalités parce qu'il y a des choses où il faut être formé, il faut connaître un petit peu la qualité de l'eau. Le redox pour un utilisateur, bon, ce n'est pas quelque chose qui connaît forcément. Donc, l'utilisateur, dans un cas classique, il ne peut pas jouer sur la consigne du redox, par exemple. Donc, c'est un véritable outil efficient pour le professionnel, justement, et ce qui permet effectivement de garder le lien aussi avec le client final pour apporter justement cette surveillance. Voilà. Ça, pour développer l'activité service, c'est un vrai plus. On sait qu'aujourd'hui, l'activité construction est de plus en plus compliquée. On a un marché de rénovation qui est extraordinaire. En France, on a 3 millions de bassins, avec beaucoup de bassins qui ont plus de 20 ans. Et je pense que ce qui va nous sauver dans les années qui viennent, c'est l'activité rénovation. Et ça permet de proposer du service et d'installer. C'est un produit qui s'installe aussi bien en rénovation qu'en construction. Donc ça permet de maintenir un chiffre d'affaires et de proposer un service intéressant à l'utilisateur. Et au-delà de ça, ça permet justement d'être en phase aussi avec, on va dire, les projections de la profession, que sont justement on va dire les questions environnementales, justement, voilà. Puisque là, on parle depuis le début de cette intervention d'économie de produits, d'économie en termes d'énergie. Et effectivement, ça optimise le fonctionnement des bassins et qui rentre en ligne de compte sur les questions environnementales. Aujourd'hui, les consommations d'un bassin, c'est vraiment une des questions qui va être abordée lors de la vente du bassin ou même de la rénovation. Donc, on a tous un challenge, c'est de réduire au maximum ces consommations. On ne sera jamais à zéro, mais si on peut réduire, ben il faut qu'on travaille tous pour réduire au maximum ces consommations. C'est pas si on peut réduire, c'est on va réduire, voilà. On est obligé. De toute façon, maintenant on est presque obligé. Absolument. Donc, moi j'ai fait le tour, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, et du coup, on voit stand 4J33, voilà, très bien, on vous tend le micro, parlez bien près, voilà. Bonjour Omar. Bonjour Camille. J'ai une question sur le TAC, donc l'alcalinité de l'eau, qui nous amène pas mal de contraintes et de problématiques justement sur le contrôle du redox. Et ma question, c'est à quand le contrôle automatique du TAC? Alors, aujourd'hui, on n'a pas trouvé une solution, on va dire, abordable pour surveiller d'une manière précise le TAC. Nous, on peut le voir sur les installations. Camille, ça fait un moment qu'il installe des Clério. Si tu as une
une injection, par exemple en chlore liquide, si on a une injection, nous on fait des limites journalières d'injection. Si tu vois qu'il y a une limite journalière plusieurs jours de suite, là ça veut dire qu'il y a un problème de déséquilibre de l'eau. Ou alors en électrolyseur, si l'électrolyseur a produit toute la journée, tu sais si la couverture est fermée ou ouverte. Et à partir de là, tu peux voir s'il y a un problème justement où on n'arrive pas à atteindre la consigne. Et dans ce cas, il faut peut-être intervenir en prévention. Et donc, à défaut de le réguler, est-ce qu'on peut avoir un capteur de l'alcalinité avec une remontée d'informations? Ouais, c'est ce que on travaille dessus. Il y a des pistes, mais rien aujourd'hui de 100% sûr. On ne veut pas juste donner des informations où on n'est pas sûr de la mesure. Mais en tout cas, c'est en recherche et développement. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des appareils qui mesurent le TAC, mais c'est des prix qui sont très exorbitants et c'est pas viable pour une installation de piscine. Mais dans les labos, il y a des capteurs pour mesurer le TAC. Donc, vous voyez, donc on compte sur Merci vous beaucoup. pour développer justement en R&D cette solution. On fait le maximum. Mais ce dont on ne doute pas, évidemment. Alors justement, on arrive quasiment à la fin de cette intervention. Évidemment, il y a toujours certainement des questions à poser ou des interrogations ou peut-être des choses que vous n'avez pas peut-être tout à fait comprises ou alors il faut apporter des éclaircissements. Merci, bonjour, merci pour votre présentation. Du coup, en matière d'interopérabilité, vous rencontrez des soucis avec des opérateurs économiques qui ferment un peu les systèmes? Parce que du coup, ça nécessite que pour capter l'ensemble des données des différentes machines du circuit, vous ayez tout le monde qui soit d'accord pour que la donnée remonte et que vous puissiez l'analyser. Est-ce qu'il y a encore des freins à ce souhait d'interopérabilité? Alors, aujourd'hui, c'est un des sujets. Ce qu'il faut savoir dans la domotique de la maison, alors dans l'automobile, il y a plusieurs cartes électroniques. Ils ont réussi à avoir un protocole de communication commun qui s'appelle le bus CAN. Ça marche aujourd'hui dans toutes les modules électroniques des voitures. Il y a un bus de communication qui parle la même langue. Dans la domotique de la maison, ils n'ont pas réussi. Alors, c'est des intérêts. Après, chacun essaye de protéger un peu son business. Nous, dans la piscine, il y a à la FPP, il y a eu une commission sur l'automatisation où on a commencé à aborder ça. Mais ce n'est pas évident de mettre d'accord tout le monde. Nous, Cléréo, on a travaillé avec un fabricant, par exemple, de pompe à chaleur pour rendre sa pompe interopérable. Mais en fait, pour qu'il y ait de l'interopérabilité, il faut qu'il y ait une électronique similaire dans les deux cartes électroniques. Et ça, c'est bon, économiquement, c'est pas. Ça peut être dans l'automobile. Ce qui a fait que ça a marché, c'est les constructeurs. En fait, il faudrait que les constructeurs de piscines, Esprit Piscine, des joyaux, tous les Magiline, tous les constructeurs se mettent d'accord sur un protocole et nous disent à nous, mais voilà, on utilise ce protocole-là, et dans ce cas, il y aura une interopérabilité entre tous les équipements. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt justement pour chaque acteur à ce que cette interopérabilité soit de mise, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement, justement, en vue des questions environnementales, d'économie d'énergie, et finalement, à partir du moment où il y aurait, on va dire, cohésion d'échanges de protocoles, ça rendrait service à tout le monde. Ah oui, part. je pense que c'est un intérêt pour tout le monde. Simplement, il faut se mettre d'accord sur quel langage on parle. Si on parle français, mais tout le monde va comprendre. Si il y en a un qui parle anglais, l'autre français, mais ça veut dire qu'il faut modifier les cartes électroniques. Oui. Et ça, c'est pas simple à mettre en place. Il faudrait qu'il y ait un consortium de constructeurs
pas constructeurs Pas automobiles, automobile, mais oui. on mais a des compris. constructeurs de piscines pour dire voilà, on crée un protocole de communication qui s'appelle Piscine Connect. Tiens. Est-ce qu'on peut imaginer que justement sur les innovations, sur les nouveaux produits, on va dire, qui sortent sur le marché, eh ben, qu'il pourrait y avoir cette cohésion en termes de protocole? Ah oui, Parce que- après, quand le protocole est défini, bon, Oui. c'est technique, c'est des sessions des normes. C'est une norme, en fait, Oui. la communication. Il faut établir cette norme clairement et après, à partir de là, tout le monde peut intégrer. Dans la piscine, ce qui se fait le plus, c'est les protocoles RS 485. Maintenant, il y a le Wi-Fi, Bluetooth, pas mal. Mais ça peut être une des pistes, ça peut être le RS 485 où toutes les cartes électroniques puissent intégrer ce protocole. Là, ça peut commencer à se simplifier. Donc, si je retiens bien, il faut. Merci pour votre question. Si je retiens bien, il faudrait effectivement que, en l'occurrence, la FPP puisse effectivement peut-être. Alors, on a fait. fait Quels seraient les acteurs justement à mettre en action, on va dire? le problème. Bon, on a fait une demande à la FPP. La réponse, c'est que c'est pas le travail de la FPP, c'est un travail normatif. Oui, Il faut d'accord. que ça soit au niveau de l'AFNOR ou Oui. d'un organisme normatif. Ok. Ok. Avez-vous d'autres. Alors, une autre remarque en vous tend le micro. Une fois de plus, il n'y a pas de souci. Bien évidemment. Juste pour reboucler, parce que ce que vous disiez, c'était ça l'intérêt. C'était quand on sera peut-être dans le dur encore plus sur les consommations, les ressources. L'AFNOR aussi est souvent missionné par Oui. un ministère. Et ça pourrait être le ministère de l'écologie qui dit, Absolument. voilà, à un moment donné, pour faire des vraies économies, on se rassemble avec un intérêt commun et on commande une norme à l'AFNOR pour harmoniser le travail des opérateurs sur un secteur, ce que vous disiez. Oui. Donc c'est en cours, mais on n'y est pas encore. Je pense qu'on y viendra forcément. Oui. Ça dépend après le temps que ça va prendre. Le temps que tout le monde se mette d'accord. Et seulement, est-ce qu'il nous reste du temps, non pas sur l'intervention, mais du temps par rapport justement aux questions environnementales? Et du temps, il nous reste 3 minutes, puisque je suis en même temps le gardien du temps. D'autres questions ou réactions? Et si vous n'avez pas de questions ou de réactions, et si vous souhaitez peut-être poser une question de façon peut-être plus précise sur justement une installation ou autre vraiment spécifique, à ce moment-là, Omar se fera un plaisir de vous répondre hors antenne, si je puis dire, hors plateau. Vous serez les bienvenus sur notre stand 4J33. 4J33, voilà, vous pouvez prendre en photo comme ça pour mémoriser où se trouve justement Omar Saïd et le stand de Cléréo Et tout merci au long. pour votre attention. Voilà, je crois qu'on peut remercier Omar Saïd par des applaudissements nourris et chaleureux. Merci Merci Sylvain. beaucoup. Vous voyez, ça s'est rempli, parce qu'effectivement,